There were three old gypsies came to our hall door. They came brave and bold, he-o, and this one sang high, and the other sang low, and the lady sang the raggle-taggle gypsy, he-o. It was upstairs and downstairs, the lady he went. Beckett aujourd'hui, autour d'un anniversaire, deuxième volet, avec James Knowlson de l'université de Reading, Grande-Bretagne, de Dublin à Godot. Nulle part en particulier sur le chemin de A à Z. Ou, pour plus de vraisemblance, le chemin de Balyogan, ce cher lieu vicinal. Quelque part sur le chemin de Balyogan, au lieu de nulle part en particulier. Quelque part entre A et Z sur le chemin de Balyogan, tête baissée dans tes additions au bord du fossé. À gauche les premières pentes, devant les pâturages. À droite et un peu en retrait l'ombre de ton père. Tant de fois déjà le tour de la terre. Manteau, jadis vert, raide de pied en cap, de vieillesse et de crasse. Melon, cabossé jaune jadis, et brodequin encore assorti. En chemin depuis l'aube, et déjà le soir. Fini le calcul. En avant, tous deux, de zéro à nouveau. Tout droit sur Steepside. Mais brusquement vous coupez à travers la haie et disparaissez clopin-clopant vers l'est, à travers champs. Les souvenirs de Beckett de sa vie à Dublin, c'était dans la banlieue de Dublin où il a été né. Je crois que c'est très mal connu. On a pensé à Beckett comme une sorte d'écrivain d'un monde, le peintre d'un monde abstrait, le roi des profondeurs intérieures, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de plus important, c'est-à-dire que la façon dont Beckett se sert de ses souvenirs est très intéressante. Je crois que c'est important pour plusieurs raisons. Je dis, la première chose, c'est que on connaît le Beckett de ce qu'il appelle un soulscape, c'est-à-dire un monde de l'âme intérieure, de cette zone d'être que la plupart des écrivains ne s'en servent pas. Mais il existe un monde extérieur dans l'écriture de Beckett. C'est sa réalité à lui, mais elle existe. Si, par exemple, il y a une route qui va vers nulle part dans une œuvre telle que Compagnie, la route va à travers les collines de Dublin, près de Dublin. C'est évident si on connaît le paysage. Quand on pense à l'œuvre de Beckett, pour les œuvres premières, quand il a débuté comme écrivain avec une œuvre telle que, une série de contes tels que More Pricks Than Kicks, aux années 30, évidemment ça se passe à Dublin. Il y a des scènes très bien connues de Dublin. Mais si vous pensez à la trilogie, Malone meurt, Malone meurt, l'innommable, là aussi, à la fin de Malone meurt, la scène finale où on va vers l'île. L'île est Dalkey Island, qui est près de Dublin, dans la mer, n'est-ce pas? Et il y a donc des scènes où la chose la plus intéressante, c'est que ces souvenirs deviennent transformés dans l'œuvre de Beckett. Deuxième chose, c'est que si par exemple on pense aux personnages de Beckett, les personnages ressemblent étrangement aux clochards, aux tinker par exemple du Playboy of the Western World. Ça s'appelle en français quoi? Le baladin du monde occidental, c'est ça. Alors, cela a beaucoup de ressemblances. Et Jean Anouilh
a dit au début de Donatello Godo, ou de la première Donatello Godo, ce sont comme les pensées de Pascal jouées par les frères Fratellini. Il faut ajouter à ça une tradition qui vient directement des clochards, des baladins de John Millington Synge. Donc une tradition de la littérature irlandaise, aussi bien que ce côté métaphysique qui vient peut-être du monde français, du pays que Beckett a adopté. Donc nous parlons d'un pays qu'on peut appeler, et que nous appelons dans une exposition de photographie que nous présentons actuellement, The Beckett Country, le pays de Beckett. On pourrait en faire une autre exposition qui s'appelle le pays adopté de Beckett, c'est-à-dire la France, n'est-ce pas? Il y a une photo de facteur, l'original pour le facteur consomptif dans What, où Beckett écrit And the consumptive postman whistling the roses are blooming in Picardy, cette vieille chanson de la Première Guerre, n'est-ce pas? Monsieur O'Brien, le docteur O'Brien est venu à Paris avec un livre, un album de photos. Il a montré à Beckett, il a ouvert le livre à un certain endroit et voilà, c'était la photo de ce facteur. Beckett a dit, c'était notre facteur qui s'appelle Bill Shannon, n'est-ce pas? Et c'était celui qui paraît non pas seulement dans What, mais aussi dans une œuvre toujours inédite qui s'appelle Dream of Fair to Middling Women. Et ça arrive assez souvent dans cette série de photos remarquables faites par un photographe de Dublin qui s'appelle David Davidson. Et je crois que ce livre qui va être publié par le Dr. O'Brien, en anglais d'abord, changera peut-être la direction, n'est-ce pas, de la critique beckettienne. C'est-à-dire qu'il faut établir ces rapports avec ce monde extérieur et non pas se concentrer seulement sur l'aspect du solipsiste. Donc il ne faut pas oublier que même avec quelqu'un qui est tellement dans le moule du penseur européen, puisqu'il ne faut pas non plus le restreindre à ses racines, ça compte pour beaucoup, n'est-ce pas? C'était les souvenirs les plus importants de la vie. Donc ce paysage, qui est un paysage irlandais, mais qui devient le paysage de l'imagination aussi, n'est-ce pas? La lumière qu'il y avait alors, sur ton dos dans le noir, la lumière qu'il y avait alors, clarté sans nuage ni soleil. Tu t'éclipses au lever du jour et grimpes à ta cachette au flanc du coteau. Un nid dans le genêt. À l'est, au-delà de la mer, le contour à peine de hautes montagnes. Une distance de 70 000 à en croire ton manuel de géographie. Pour la 3e ou 4e fois de ta vie. La première fois, tu leur en fis part et fus bafoué. Tu n'aurais vu que nuages, si bien que depuis tu le cueilles dans ton cœur, avec le reste. Retour à la tombée de la nuit au lit sans souper. Tu gis dans le noir, dans cette lumière, à nouveau. Depuis ton nid dans le genêt, tu braques les yeux par-delà la mer à en avoir mal. Tu les fermes le temps de compter jusqu'à 100, puis les rouvres et braques à nouveau. Jusqu'à ce qu'à la fin, elle soit là, bleu pâle infiniment contre le ciel pâle. Tu gis dans le noir, dans cette lumière à nouveau. T'endors dans cette lumière sans nuage ni soleil. Dors jusqu'à la lumière du jour.
James Knowlson, spécialiste des notes de mise en scène de Beckett, explique comment se sont constituées les archives Beckett à l'université de Reading. Maintenant, nous possédons tous les manuscrits récents et aussi toutes les notes de mise en scène de Beckett. Vous avez des notes, des carnets de notes, 2 carnets de notes, ou des cahiers même. Un cahier rouge, un cahier vert sur En attendant Godot, mise en scène par Beckett au Schiller Theater à Berlin. Et puis fin de partie, La dernière bande, Oh les beaux jours, etc., etc. Ça continue. 11 carnets de notes pour 9 pièces. Et on peut ajouter à ça des pièces télévisées dont nous avons aussi des notes. Au milieu des années 60, après quelques années d'expérience, d'aider, d'être conseillé en quelque sorte de ses amis qui étaient les metteurs en scène, Roger Blin, évidemment, pour Godot, fin de partie, et puis Donald McWhinney en Angleterre, et surtout peut-être George Devine, qui était le fondateur de la compagnie English Stage Company au Royal Court Theatre à Londres. Il avait peut-être l'impression qu'il fallait le faire lui-même, peut-être pour donner une, disons, encore, je ne trouve pas exactement le mot, mais une phase finale à son œuvre. Si, par exemple, vous considérez comment il est comme auteur, il est, pour utiliser ses propres termes, il est le ver au cœur de la pomme. Pour faire la mise en scène, il doit sortir de cette situation, se mettre à l'extérieur de la pomme et pour voir le tout, l'ensemble. On a un acteur, on travaille avec soit Martin Held au Schiller, soit Pierre Chabert à Paris. Et il faut absolument que Beckett modifie un tout petit peu selon la personnalité de l'acteur, selon les possibilités techniques de la scène. Pour incarner sa vision, il faut qu'il modifie cette mise en scène, c'est unique, cette série de notes. Nous n'avons rien de pareil, à part peut-être les notes de Brecht. Il y a des notes pour tous les déplacements des personnages, des gestes. Et tout d'un coup, on arrive à un moment où quelque chose ressort, quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Je vous cite un exemple. Aux années 60-70, j'ai vu quelques pages de La dernière bande où Beckett avait écrit dans ses notes « Caïn et Abel ne sont pas les fils d'Adam et Ève, mais de Satan et Ève. » Et où il parle des manies, c'est-à-dire des images, des emblèmes de noir et de blanc, de lueur et d'obscurité, n'est-ce pas? Jusqu'à présent, je crois qu'on ne s'est pas rendu compte, n'est-ce pas, de cette, comment dirais-je, de cet équilibre entre les forces. Il n'y a pas de résolution. Dans la réalité de notre existence, il n'y a pas de résolution de ces forces qui sont toujours opposées. Il y a beaucoup de gens qui connaissent maintenant, par l'intermédiaire de Madeleine Renaud et en Angleterre par Billy Whitelaw, le Oh les beaux jours. Dans la mise en scène de Beckett, faite avec comme actrice Billy Whitelaw, dans les notes, on voit très clairement qu'il y a des tensions intérieures entre cette Winnie, qui est, selon les paroles de Beckett, un oiseau qui a du mazou sur ses ailes, et les mouvements donc d'un oiseau qui cherche dans son sac tout ce qu'elle possède pour donner un peu de sens à sa vie, n'est-ce pas? Et puis le contraste entre ce mouvement de montée et d'autre part, vous avez
la terre qui dévore, qui l'attire, n'est-ce pas, de plus en plus, et qui finalement va l'ensevelir. Ça deviendra une sorte de cachot terrestre. Dans les mises en scène de Beckett, il y a une dimension qui existe, qui n'existe pas dans les mises en scène des autres, si impressionnantes qu'elles soient. Quelle est cette dimension? On parle, avec raison d'ailleurs, de belles chorégraphies, d'un ballet vaudevillesque, n'est-ce pas, pour Godot. Mais il y a autre chose. Chez Beckett, l'auteur laisse au spectateur ou au lecteur un travail à faire. C'est-à-dire que toujours quand vous travaillez en quelque sorte avec les acteurs, avec l'auteur, derrière les acteurs, c'est une situation sémiologique très complexe, n'est-ce pas? Que vous avez, quand il y a un vide, quand il y a des trous de silence, c'est un silence menaçant, une présence menaçante, mais c'est un silence que la tête du spectateur remplit de tous les échos de ce qu'il vient d'entendre. Donc il ne s'agit pas, dans l'œuvre de Beckett, ce n'est pas un substratum philosophique auquel on a ajouté une sorte de couche, de vernis, de fertilisant théâtral. Il s'agit d'une expérience concrète dans Godot, de deux hommes qui attendent un troisième personnage qui n'arrive pas, et le silence vu dans les notes de mise en scène, avec un W en marge, warten, waiting, l'attente. Le silence est réel, et le silence, évidemment, pour Beckett, est comme il est pour Maeterlinck, un silence des abîmes, le silence du rien, du vide. Et le silence, comme Maeterlinck le dit, le silence du roi et de l'esclave est le même silence. C'est la dimension qu'on attend peut-être pour donner toute la forme au cercle, parce que la plupart des mouvements des personnages, des acteurs sur scène dans la mise en scène de Beckett de Godot sont des demi-cercles, ne sont pas terminés, n'est-ce pas? Et il y a aussi l'image de la cage, l'image du monde comme un cachot. Cela ressort très clairement de ces notes, et on a l'impression que si, par exemple, les personnages dans la mise en scène de Beckett quittent la scène, ils reviennent comme des oiseaux pris dans un filet. Et vous savez très bien, aussi bien que moi, que Loki fait la danse du filet, et que c'est exactement comme si ces personnages étaient enfermés comme ils le sont, et comme nous sommes tous.